Bonjour tout le monde et bienvenue à notre nouveau podcast, notre premier épisode qu'on a appelé le Profcast. Pour ce premier épisode-là, on veut vous présenter une activité qu'on a mise en place pour des classes. Rappelle-moi le nom, Max-Olivier. CSP, donc des classes de soutien personnalisé. Oui. Donc, on vous présente tout ça. Donc, vos présentateurs, c'est moi, Frédéric Martin. Et Maxime Olivier Mercier. Puis on a Olivier en régie, qui s'occupe des sound effects et tout ça. Donc, avant de vous expliquer tout ça, peux-tu juste nous expliquer c'est quoi les intentions pédagogiques et didactiques qu'on a pour cette activité-là? Oui, absolument. Dans le fond, on a ciblé 3 intentions pédagogiques avec des différentes intentions didactiques pour chacune des intentions. Je vais commencer par expliquer la première intention pédagogique. Dans le fond, pour cette intention-là, notre but, c'était que les élèves soient en mesure d'expliquer les effets des différentes forces dans un objet technique. Donc, c'est ça. Donc, on veut qu'ils soient capables de fournir une explication et de comprendre comment les forces fonctionnent dans un objet technique, pardonnez-moi. Et puis, pour arriver à cette intention pédagogique-là, l'intention didactique qu'on a ciblée, on a écrit repérer des pièces qui effectuent des mouvements spécifiques dans un objet technique, donc tout ce qui est mouvement de translation, rectiligne, mouvement de rotation, hélicoïdal. Donc, d'être capable de les repérer dans un objet technique. Et ensuite de ça, reconnaître les différents types de forces qui existent dans un objet technique. Notre deuxième intention, dans le fond, c'est on veut qu'à la fin de l'activité, les élèves soient en mesure de lire et concevoir des schémas de principe et des schémas de construction. Donc, on se rappelle, schéma de principe, c'est tout ce qui va montrer les forces. Schéma de construction, c'est toutes les forces qui vont être appliquées, puis les effets les matériaux de construction. Donc, pour y arriver, on veut voir que les élèves puissent différencier les caractéristiques des schémas de principe et de construction. On va voir en quoi ils sont différents. On veut qu'ils puissent expliquer le fonctionnement d'un objet technique en utilisant le schéma approprié, pour savoir quand est-ce l'un est utile par rapport à l'autre. Puis nommer les pièces, les forces, les liaisons, les guidages qui vont apparaître dans ces schémas-là. Donc, ils puissent les repérer et les recréer en faisant des schémas. Oui, merci Fred. Puis, à travers ça, après ces 2 intentions pédagogiques-là, vont nous mener à notre 3e intention pédagogique qui est, à la fin de l'activité, les élèves seront en mesure de repérer un système, donc un ensemble d'éléments reliés entre eux, exerçant une influence les uns sur les autres, dans un objet technique ou dans une application technologique. Donc, pour arriver à cette intention pédagogique-là, en se souvenant des 2 autres qu'on vous a nommés avant, les intentions didactiques sont de décrire les liens entre les différents éléments d'un objet technique ou d'une application technologique. Donc, qu'est-ce qui influe sur quoi? Quelles sont les forces qui viennent influer sur les autres objets techniques? Décrire la fonction globale d'un système technologique, donc de comprendre à quoi sert cet objet technique, quelle est sa fonction. Et ensuite, de concevoir un système à l'aide d'objets techniques et de machines simples, donc d'être capable de prendre plusieurs machines simples d'objets techniques, les mettre un après l'autre pour mener à un but commun. OK, donc maintenant que ça s'est mis en place, Max-Olivier, peux-tu nous dire comment va se passer le premier cours? Absolument. Donc, notre premier cours, en fait, excusez-moi, ce sera le repérage de différents objets techniques. Donc, lors de ce cours, l'enseignant va commencer tout d'abord par faire un retour sur les machines simples qui ont été vues en primaire, donc une réactivation des connaissances antérieures. En fait, en groupe, tout le monde va discuter des machines simples qui ont été vues au primaire, celles qu'ils connaissent et celles qu'ils ne connaissent peut-être moins. Ensuite de ça, l'activité principale du cours, les élèves avec l'enseignant iront se promener autour de l'école ou même dans la cour de l'école pour aller identifier et trouver des objets techniques dans l'environnement qui les entoure. Donc, dans les parcs, dans les commerces, dans les lieux publics, peu importe. L'enseignant aura déjà fait au préalable un itinéraire et les élèves devront, avec leur téléphone cellulaire, prendre des photos des machines simples qu'ils trouvent. Ensuite de ça, lorsqu'ils reviendront en classe, ils vont faire un retour sur les machines simples qui ont été observées lors de l'activité. Et ensuite, les élèves devront les classer selon les types de machines simples et les types de forces qui ont été identifiés dans les objets qui ont été trouvés. Les adaptations pour le recrutement lors de cette activité-là. Dans le fond, les élèves connaîtront déjà le parcours d'avance pour réduire les composantes exogènes. Donc, les élèves sauront à quoi s'attendre et ça évite toute désorganisation. Les règles de conduite dans et à l'extérieur de l'école seront rappelées et explicitées aux élèves, comme lorsqu'on ferait pour n'importe quelle sortie en dehors des classes. Et ensuite, pour faciliter la circulation et la gestion, les élèves seront regroupés en 2 petits groupes pendant la sortie. L'enseignant formera ces groupes et s'assurera que chacun d'entre eux comporte un élève responsable du groupe.
Chaque groupe est associé avec soit l'enseignant ou la TES de la classe. Donc, chacun des deux groupes auront un adulte attitré au groupe et le suivront pour l'exploration. Aussi, c'est important de noter que dans cette partie-là de l'activité, les élèves y ont leur téléphone. Fait que ça, c'est une petite difficulté qu'on a eue dans la planification. Est-ce qu'on devrait laisser ça? Est-ce qu'on devrait l'enlever? Dans le fond, on a dit que je pense qu'il y aura une discussion qui va être à faire avec les élèves avant de commencer, que c'est comme une exception, que c'est un privilège qui peut facilement se perdre. Bien entendu, les parents aussi vont sûrement être... ils vont savoir qu'il y a une raison pourquoi l'élève peut utiliser son téléphone. Il y a un objectif derrière ça. Puis en même temps, ça peut ajouter une certaine motivation de donner ce genre de privilège-là. Ils se sentent privilégiés, ils se sentent responsables de leur donner cette autonomie-là. Ça peut être motivant. Ouais, parfaitement. Pour le cours 2, là, on commence avec une petite réactivation des connaissances, là, ce qui a été fait pendant le cours 1, on se rappelle, les photos qu'on a prises, tout ça. Mais le principal du cours 2, ça va être un apprentissage coopératif. Donc, les équipes vont être en équipe de 2. Puis, chaque équipe va recevoir une version imprimée de certaines photos qui ont été prises pendant le cours 1. Sur cette photo-là, les élèves vont devoir un peu écrire les mouvements, dessiner les mouvements, faire ce qu'ils pensent que ce serait un schéma technique ou un schéma de principe. Mais c'est important, ils n'ont pas encore la connaissance sur ces schémas-là. Fait qu'ils savent pas c'est quoi les règles formelles. Mais ils vont faire des flèches, ils vont dessiner. Peut-être ils vont voir des images de schémas à quelque part qu'ils ont déjà vu avant. Mais il n'y a pas d'enseignement explicite qui a été fait par rapport à ça. Quand ils ont fait leur tentative de schéma, ils s'en vont en avant de la classe et ils peuvent présenter l'objet technique qui leur a été attribué, la photo qu'ils avaient à analyser, en présentant les forces, les mouvements qu'ils ont représentés. Pendant ce temps-là, pendant la présentation, l'enseignant, il est à côté, il va supporter ce qui a été dit, il va enrichir en rajoutant des nouvelles informations. Fait qu'il peut dire, tu sais, ça, t'as mis une flèche ici, c'était bien, on va voir plus tard que c'est vraiment ce symbole-là, ou ça, c'est intéressant, mais c'est pas comme ça que c'est fait formellement d'habitude. Donc, à travers ces euros-là, il peut aussi avoir une discussion à travers la classe. Après, tu sais, il y a aussi un enseignement plus formel à partir de ces discussions-là de comment est-ce qu'on fait ça, un schéma principe, un schéma de technique. On peut finir avec un petit caout pour voir ce qui a été appris, se rappeler vraiment plus formellement ce qui a été vu, parce qu'il y a plein de choses qui ont été vues qui sont pas exactes, mais qui sont à peu près ça. Donc, le caout, ça peut aider à fixer le bon apprentissage, genre. Petite adaptation qu'on a faite, là, vraiment le travail en équipe, le caout, ça favorise l'engagement là, de l'élève, là, ça peut apporter un certain intérêt. Puis le fait de dessiner ou représenter les forces et mouvements sur des photos qu'ils ont prises eux-mêmes, ça peut un petit peu concrétiser l'apprentissage. Ils se rappellent, ok, c'est pas juste des forces qui sont nulle part, là, ils apparaissent dans la vie de tous les jours sur des objets que moi j'ai vus puis que j'ai pris en photo. Donc maintenant pour le cours 3, maintenant que les élèves ont vu les types de forces et les types de mouvements et les machines simples, tout ça, nous allons présenter aux élèves les schémas de construction et les schémas de principe. En fait, je dis présenter. C'est plus les élèves qui vont apprendre par eux-mêmes, parce que l'approche pour ce cours-là, c'est vraiment l'apprentissage par la découverte. Donc, dans le fond, ce qui va se passer, c'est que chaque élève va recevoir un schéma de principe et un schéma de construction, donc déjà monté, déjà écrit, et on va distribuer l'objet qui est représenté par ces deux schémas-là. L'élève, par eux-mêmes, les élèves, par eux-mêmes, vont devoir comprendre les différences entre les deux schémas et analyser qu'est-ce qui est différent, puis en quoi il représente l'objet, en quoi il explique le fonctionnement de l'objet. Une fois que c'est ça, ils vont devoir ensuite expliquer le fonctionnement de l'objet aux autres grâce au schéma de ce qu'ils ont compris des schémas. Quand les élèves auront tous partagé leur hypothèse et leur conclusion, l'enseignant pourra venir finaliser les apprentissages, donc en venant préciser peut-être les manquements ou en félicitant les bons coups, puis en répondant aux questions qui pourraient toujours persister. Pour les adaptations, donc pour ce cours-là, donc la manipulation d'objets est une activité entraînante, ça vient susciter l'attention évidemment, donc de pouvoir bouger, de manipuler, d'utiliser tous ses sens, ça vient amplifier l'apprentissage, et puis donc l'apprentissage par la découverte, c'est aussi quelque chose de très motivant pour les élèves. Pour le prochain cours, le 4e cours en lien avec ce thème-là des machines simples, on change un petit peu, on va parler de quelque chose qui s'appelle la machine de Goldberg. En fait, les machines de Goldberg. Si vous connaissez pas, dans le fond, c'est des systèmes technologiques avec plein de petites machines simples, des billes qui tombent, des engrenages. Puis toute cette grande ensemble de machines-là, elle va faire une tâche
Souvent, il y a un aspect rigolo. C'est une tâche qui est très simple, comme remplir un verre d'eau. Mais il y aura 18 étapes de machines qui vont faire ça, une tâche simple, mais en complexifiant la tâche. Avec les élèves, on visionnait des vidéos là, qui représentent ces machines-là. Donc, il y en a plein sur Internet. Des fois, il y a des caricatures. C'est quand même très vieux, les machines de Goldberg. Puis, juste en regardant les vidéos, ils pourront nommer les machines simples qu'on retrouve, les forces, les transformations de force qui sont produites. Puis, ils vont cerner, dans le fond, c'était quoi l'objectif de cette machine-là. Après, en suivant la démarche de conception technologique, donc une démarche qui aura été vue là au préalable avec eux, on va s'être rappelé c'est quoi les différentes étapes. Ben, les élèves, ils vont être mis en groupe de 2 par l'enseignant. Hein. Pour les genres de gros travail comme ça risque d'être l'enseignant qui va créer les équipes de 2, les diades, pour que ce soit fait dans un environnement, là, tu sais, des fois, il y aura des machines un peu dangereuses. On veut pas que les talents soient ensemble. On veut essayer d'avoir des équipes qui vont bien fonctionner ensemble. Puis ces équipes-là, ben, ils vont devoir réaliser une machine de Goldberg. Toute leur démarche pour ce cours-ci et les prochains cours, ça va être consigné dans un cahier de charge qui va être produit par l'enseignant. Le premier cours là, de cette démarche-là, elle va être consacrée à l'identification d'un problème et un peu à une tempête d'idées. Donc, les élèves ils vont devoir réfléchir à un problème de la vie quotidienne qu'ils veulent résoudre par la machine. Ça peut être, comme je disais tantôt, remplir un verre d'eau sans avoir besoin de se lever, refaire son lit, des affaires comme ça. La machine, ils seront à devoir être actionnés par une force simple, donc pousser quelque chose, faire tourner un objet. Puis ça devrait inclure des transformations de force, des machines simples, toutes les choses qu'on a vues dans les cours précédents. Les élèves vont devoir identifier puis noter les contraintes appliquées dans leur cahier des charges. Donc tout un peu les règlements de l'activité vont être notés par eux là-dedans. Ça peut être ceux qui ont été donnés par le prof, mais aussi ceux qui vont s'imposer eux-mêmes pour que leur projet soit réussissable. Ensuite, les groupes ils vont réfléchir à la manière dont sera conçue leur machine. Donc, on mijote les idées, on commence à concevoir un petit schéma technique et un schéma de principe qui va représenter donc le fonctionnement de leur machine, les pièces qui les composent, tout ça, tout ça. Pour les 2 prochains cours, là, dans le fond, c'est un peu le reste de la démarche. Donc, les élèves vont élaborer leur plan. Ce plan-là, il a été approuvé par l'enseignant. Ça, c'est important avant de commencer à construire. Hein. Puis, préalablement, ils auront été avertis d'apporter différents matériaux de recyclés de la maison. Il y en aura aussi qui vont être apportés par l'enseignant ou qui sont déjà présents en classe. Hein. Puis, ça aussi, c'est très important. Avant de commencer l'activité, il y aura des rappels. Parce que, tu sais, il y a des outils dangereux, peut-être des machines, dépendamment si vous avez accès un garage, là, un laboratoire avec des outils un peu plus risqués. Donc, les procédures à suivre, ils vont être rappelés, ils vont être inscrits au tableau, il va être noté peut-être même dans le cahier des charges de l'élève pour avoir par lui-même, comme ça c'est un rappel, là, tu te souviens, tu l'as déjà écrit là. Puis, ils vont pouvoir ensuite commencer la construction de leur machine. Donc, pendant la construction, il y a un élément important que les élèves vont se rendre compte, c'est qu'ils vont sûrement dévier leur plan original. Hein. C'est sûr que le produit final va probablement pas ressembler à ce qui a été imaginé au départ, hein, parce qu'il y aura des enjeux qui auront été rencontrés, que ce soit le temps, que ce soit les matériaux qu'on avait. Puis il y aura une page du cahier des charges qui va vraiment permettre à l'équipe d'expliquer ces changements-là. Hein. Donc, de dire pourquoi j'ai fait ce changement-là. C'est quoi la raison derrière ce choix-là. Hein. Ça va permettre de raisonner le changement, d'apporter vraiment une analyse de pourquoi j'ai fait ci, qu'est-ce que j'aurais pu faire de différemment. Hein. Ensuite, les élèves vont tester leur machine, ils vont effectuer des changements à plusieurs reprises. L'enseignant il est toujours là pour aider. Il peut pister, il peut guider, mais ça reste un projet de l'élève qui va être là un peu le maître de la conduite de celui-ci. Hein. Donc, pour le dernier cours de notre activité, de notre essai, ce sera donc la conclusion de toutes ces activités-là, mais il y a la machine de Goldberg plus principalement. Donc, c'est-à-dire les élèves vont présenter leur machine aux autres élèves de la classe. Avant d'activer leur machine, ils vont devoir expliquer le fonctionnement de celle-ci, puis ils vont devoir mentionner à quel but répond cette activité-là, quelles sont les forces appliquées, quelles sont les forces transmises, les forces transformées et les différentes machines simples qui la composent. Donc, vraiment d'expliquer en détail. Dans le fond, c'est d'expliciter le plan, le schéma de construction, le schéma de principe qu'ils avaient déjà fait avant. Ça nous permet de comprendre s'ils ont bien compris autant leur plan que le fonctionnement de leur propre machine. Exactement, merci Frédéric. Ensuite de ça, ils vont pouvoir activer la machine, puis les autres élèves vont être de fins observateurs, vont observer comment la machine fonctionne. Si jamais ça ne fonctionne pas comme il avait prévu, ça ne fonctionne pas comme il était prévu selon le plan, les autres élèves vont devoir, les élèves qui ont présenté leur machine,
à l'aide des autres élèves, vont devoir émettre des commentaires et des hypothèses pour voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'on pourrait changer pour que la machine fonctionne comme prévu. Ces commentaires-là vont être indiqués dans le cahier de charge, vont être inclus dans le cahier de charge. Après les présentations, les élèves pourraient répondre dans leur cahier de charge à des questions qu'ils auraient eues, et ils auraient pu dire qu'est-ce qu'ils auraient fait différemment selon ce qui leur a été dit, selon les questions qu'ils ont posées. Ils vont pouvoir aussi nous dire ce dont ils sont fiers, qu'est-ce qui impressionne la machine, qu'est-ce qu'ils ont appris en général. Important de noter aussi, le cahier de charge, c'est ce qui va être évalué pour les élèves par l'enseignant, dans le fond. C'est ce qui va être utilisé pour pouvoir faire un compte-rendu des apprentissages des élèves. Dans cette activité-là, vous avez peut-être remarqué, mais nos approches didactiques, souvent, ça va être de la coopération, puis ça va être de la découverte active. Ça, c'est important pour nos élèves en CSC, qui sont souvent des élèves avec des troubles de comportement. En CSP. En CSP. Hey, c'est pas facile. Hein? Souvent des élèves avec des troubles de comportement qui vont avoir peut-être difficile d'aller chercher l'intérêt, qui sont pas à l'école parce qu'ils en ont particulièrement envie. Donc, on pense que tu dois manipuler des objets, chercher des réponses par eux-mêmes, se questionner. Puis aussi, il y a un aspect très ludique à la création. On pense que ça peut être important pour cette clientèle-là. Puis aussi d'aller les faire explorer l'école, donc de vraiment sortir de juste l'environnement de classe qu'ils sont habitués de voir, d'aller explorer les alentours, ça vient motiver les élèves. Ces aspects-là, ça va aussi aller chercher un certain niveau d'intérêt pour l'élève. Tu sais, au niveau cognitif, le fait qu'il manipule des objets, le fait qu'ils doivent les chercher. Ça demande un certain travail intellectuel qui est pas à négliger. On pense que ça peut aller chercher de l'intérêt. C'est aussi juste le fait que ce soit des machines, c'est associé à des vidéos, c'est associé à quelque chose d'un petit peu drôle, là, c'est toutes les machines de Goldberg. Il y a aussi un intérêt qui peut être allé chercher à cet endroit-là. Donc, dans le fond, ce que nous sommes satisfaits à propos de notre planification, donc notre bon coup selon nous pour notre SAE, c'est que les élèves sont constamment en action. Donc, tous les apprentissages qui peuvent être un peu longs et lourds lorsqu'ils expliquaient juste théorique à l'aide des cahiers, mais là, on les fait de façon active. Donc, les élèves sont toujours en action, ils réfléchissent par eux-mêmes, ils vont se promener, ils manipulent beaucoup d'objets. Donc, on est vraiment satisfait de cette partie-là, d'avoir été capable d'engager les élèves. Mais on croit être capable d'engager les élèves dans des apprentissages qui peuvent être plus lourds normalement. Par contre, là, ce dont on est fiers, ça nous ramène à une petite question qu'on a eue pendant l'élaboration de notre activité. On se demande, vu qu'on travaille beaucoup avec des élèves en troubles de comportement, un petit peu, qui peuvent... Tu sais, c'est une activité qui peut beaucoup, à plusieurs moments, mal se passer. Que ce soit pendant qu'on est dehors, quand on est dans l'endroit où on va construire, quand on manipule des outils. Donc, nous, la question qu'on se posait, c'est est-ce qu'on peut se permettre, avec des élèves qui sont peut-être plus difficiles, de faire des grosses activités comme ça, d'aller chercher des situations peut-être qui les mettraient en dehors de leur confort, ou des fois, ça vaudrait plus la peine de rester dans un format qui leur est plus familier pour éviter de se mettre dans une situation un petit peu plus difficile comme ça. C'est une question qu'on vous laisse réfléchir. Nous, on a beaucoup réfléchi. On pense que ça vaut la peine, des fois, d'essayer ça. Ouais. Mais notre résultat n'est pas final. Donc, on espère que vous avez aimé ce premier épisode du Profcast. C'était Maxo et Fred. Et Oli en régie.